Merci Stéphane, merci à aux organisateurs. Et je suis ravi d'avoir la possibilité pour la première fois de participer à cette belle manifestation des nourritures élémentaires. J'ai mis sur la première diapositive le portrait de Rabelais par Delacroix. Non seulement parce qu'il est conservé, je crois, toujours à l'hôtel de ville de Chinon. On m'a dit qu'il était en restauration. Musée du Carrois. Mais parce qu'en plus, c'est un des premiers portraits physiques de l'écrivain où les traits de l'austère docteur commencent à s'effacer et pour suggérer dans le regard, par le léger sourire, l'écrivain de la provocation. Parce que tous les portraits précédents, au contraire, renforçaient le côté austère pour un petit peu compenser le contenu de l'œuvre. Donc, on a déjà entendu plusieurs conférences et vous allez voir, je pense que la mienne va bien dans la suite des deux précédentes que nous avons écoutées. Et vous avez déjà maintenant, sur ces 2 jours, différents aperçus de la question de l'obscène dans l'œuvre de Rabelais. On pourrait dire que l'obscénité est utilisée dans son œuvre comme un moyen de satire et de critique sociale, avec ses scènes grossières, vulgaires et corporelles qui moquent les institutions, les normes sociales, la religion de son temps. Il essaye de choquer et de remettre en question la moralité de la société. On peut voir aussi l'obscénité comme un moyen de subversion et de parodie littéraire dans la tradition carnavalesque du monde inversé. Et puis, on l'a vu aussi avec le cas, l'obscénité est souvent cryptée chez un écrivain savant et polyglotte, dont l'humour reposait sur le mélange des registres. Voilà. Je viens là de vous résumer, en termes peut-être un peu plus clairs, ce que nous apprend la nouvelle pitié des temps modernes. J'ai nommé ChatGPT, que j'ai interrogé le 27 octobre 2023 sur la question de Rabelais et l'obscène. En 10 secondes, on a ça. Voilà, c'est pas une réponse bête, hein, c'est plutôt juste. La pitié, on le voit, est un très bon élève, au français impeccable, pas très original non plus, un peu scolaire. Donc, c'est bien finalement de partir de cela, hein, parce que ça permet de se dire, ben voilà, bon, c'est pas faux, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter peut-être d'un peu plus intéressant et d'un peu plus précis. Donc l'objet de mon intervention, ça va être d'essayer d'interroger les modalités du glissement de Rabelais dans la sphère de l'obscène, qui est une catégorie et un mot qui ont été utilisés pour désigner et condamner ceux qui étaient supposés blesser la pudeur. Et c'est une histoire dont les travaux de Nelly Labert en particulier ont montré qu'elle commence à apparaître à la fin du Moyen-Âge pour se développer au XVIe siècle, mais pour se développer ensuite véritablement au XVIIe siècle, jusqu'à cette scène de la critique de l'école des femmes, où Molière fait mine d'inventer le mot quand il fait dire à Climène, à propos du fameux « le » prononcé par Agnès dans l'école des femmes, « il a une obscénité qui n'est pas supportable ». Comment dites-vous ce mot-là, madame ? Obscénité, madame. Ah mon Dieu, obscénité. Je ne sais pas ce que ce mot veut dire, mais je le trouve le plus joli du monde. Et donc, Molière, de manière assez géniale, en 1662, fait une fiction lexicale de l'invention d'un mot vieux, pourtant on va le voir, de plusieurs décennies. Et ce qui est intéressant, c'est Bray, qui est donc l'éditeur de Molière en 1773, prend cette fiction au pied de la lettre, hein, puisque il faut croire que le mot était nouveau. Il n'était absolument pas, mais Molière a bien réussi son coup, et Bray tombe dans le panneau. Même si cela paraît justement contre-intuitif, les œuvres de Rabelais sont en fait contemporaines de cette période de polissage
des mœurs et de la langue sont contemporaines de ce début de croisade contre les mots sales. On le sait, par exemple, avec les corrections que Ronsard porte sur ses propres œuvres. Et les œuvres de Rabelais portent les traces de ce changement, et je vais prendre un seul exemple qui va bien à la suite, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi, à la suite de ce que nous a présenté Olivier Guerrier sur le mot « cas ». J'ai essayé de m'interroger sur est-ce qu'on a véritablement des mots obscènes, les fameux monosyllabes, chez Rabelais. Alors, je me suis interrogé, me suis focalisé justement sur le cas du cas. Les termes qui désignent la verge masculine ont toujours été un marqueur d'obscénité dans tous les temps. Pensez aux statues antiques qui justement ont été recouvertes, pensez aux figures du jugement dernier de Michel-Ange qu'on a reculottées, et la présence ou non de la vision d'un sexe masculin est toujours un critère aujourd'hui de classement d'un film dans la catégorie des moins de 16 ans. Et ce mouvement commence, enfin pas commence, mais est très présent à l'époque des textes de Rabelais. J'en veux pour preuve qu'en 1546, Robert Estienne, le médecin, dans la dissection, à propos du membre naturel de l'homme, indique ce que les Occains, oui, c'est ça qui est bizarre, mais c'est ça, ce que les Occains nommaient la queue, les autres appelaient anciennement le pénis, mais à présent, ce mot pénis est réduit entre les infâmes et obscènes. C'est une des premières occurrences du mot, ainsi qu'est aujourd'hui le mot de notre vulgaire pénile. Et on est donc là en 1746, mais alors là c'est une erreur. Oui, je l'ai corrigé sur l'autre ordinateur. Excusez-moi, c'est 1546, donc tout à fait contemporain des œuvres de Rabelais. Et Rabelais, me semble-t-il, est tout à fait conscient justement de devoir manipuler des mots sinon interdits, mais du moins en passe de le devenir. Donc j'ai opéré un petit relevé chronologique. Vous trouvez dans le Pantagruel, au chapitre 1 sur l'origine et antiquité du grand Pantagruel, Gaïof, lequel avait les couillons de peuple et le vie de Cornier. Et c'est intéressant parce que c'est un ajout de l'édition de 1533, et donc là très clairement une provocation qu'il ajoute. On trouve une seule occurrence de pénile au chapitre 10, et qui est sans connotation sexuelle, mais dans le Pantagruel, il n'y a pas d'occurrence de verge, pas de vie, pas de pine, pas de mentule. Dans le Gargantua de 1534, nous retrouvons la pine évoquée par Nelly Labert, sauf que je l'ai corrigé sur mon autre, je l'ai rajouté pendant ta communication, et donc c'était sur mon autre ordinateur, imbécile que je suis. Mais sinon, il y a au chapitre 16 la célèbre scène dans laquelle Gargantua sort sa mantule pour compisser les Parisiens avant d'entonner une ode, entre autres, au Saint-Vie. Mais là encore, ce sont les seules occurrences de tout le livre, pas d'occurrence de verge, de vie ou de pénile. Dans le tiers-livre, dans Comment Panurge parle à la Sibylle de Panzoust, à laquelle Panurge offre une série d'offrandes, dont une verge d'or bien belle. C'est pas évident que ce soit un objet sexuel, mais bien évidemment, ici Rabelais joue avec les connotations sexuelles, d'autant qu'elle s'accompagne d'un geste bien osé, mais médical, lui mis on doit médical. Au chapitre 17, comment frère Jean joyeusement conseille Panurge, si continuellement n'exercer ta mantule, elle perdra son lait et ne te servira que de pissotière. Mais vous voyez que c'est un très maigre bilan. J'ai regardé sur l'ensemble des livres de Rabelais, et donc, sauf oubli de ma part, on trouve 5 occurrences d'une désignation obscène de la verge, si tant est qu'on puisse considérer le latinisme mantule pour un mot vraiment obscène. Et si on ne le fait pas, il n'y en a que 3. C'est quand même assez frappant. Pour autant,
il n'en demeurait pas moins que les œuvres de Rabelais rencontraient un immense succès public, dû entre autres à sa grossièreté provocante. Mais on peut se demander aussi si son succès n'était pas aussi dû à une obscénité qui était finalement assez modérée. On peut retourner l'explication de son succès. Et le deuxième volet de mon exposé va porter justement sur la question de quand et comment Rabelais a glissé dans la catégorie des auteurs suspects dont la lecture devait être proscrite. On sait bien qu'il y avait eu l'interdiction effectivement de la Sorbonne et les propos de Calvin, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément... Alors bien sûr, on répétait l'interdiction de la Sorbonne, mais est-ce que c'était ça véritablement qui a touché l'ensemble du public? Ce n'est pas complètement sûr. On peut faire l'hypothèse en tout cas que ce glissement est dû aussi à un auteur précis, le jésuite François Garras, qui fut l'un des plus acharnés procureurs de la contre-réforme dans les premières années du XVIIe siècle. Parce que si la proclamation de l'édit de Nantes en 1598 a refermé d'une certaine manière la période de guerre civile qui avait déchiré la France, les affrontements se sont continués beaucoup plus, ont continué, pendant des décennies dans le domaine des lettres. Et Garras fut un virulent et très efficace soldat de la reconquête catholique des esprits, ce qu'on a appelé la contre-réforme. Et parmi les armes dont il s'est servi, figurent justement en bonne place le nom et les œuvres de Rabelais. Et par exemple, en 1619, il prend pour cible Pierre du Moulin, 1568-1658, qui était un théologien protestant très austère, qui avait fui les guerres de religion pour se réfugier en Angleterre, puis se déplacer à Leyde. Et pour attaquer Pierre du Moulin, il utilise un opuscule au titre frappant, le Rabelais, réformé par les ministres et nommément par Pierre du Moulin, ministre de Charenton. Et avec la suite, pour réponse aux bouffonneries insérées en son livre de la vocation des pasteurs. Et l'un des points de l'argumentaire de Garras, c'est de reprocher à Pierre du Moulin d'être un auteur sous une triple mauvaise influence. D'une part, Lucien, c'est-à-dire Lucien de Samosate, l'auteur satirique du IIe siècle, qui s'était moqué de la crédulité chrétienne dans la mort de Pérégrinus. Et nouvellement, nous éprouvons quel débordement a ravagé les esprits par la lecture de Rabelais. Et troisièmement, Calvin, bouffon comme Rabelais, dont il avait lu les œuvres et humé le libertinage. Et ensuite, un peu plus loin, il change l'ordre de ces trois influences en parlant de l'impiété de Lucien, la rage de Calvin et les sornettes de Rabelais. Et ensuite, il procède à une démonstration qui passe par une relecture presque ligne à ligne des écrits, pourtant très austère du pasteur Pierre du Moulin, mais chaque fois qu'il tombe sur une plaisanterie, il lui tombe dessus et il rappelle ses mauvaises influences. Et à un moment, il tombe sur une comparaison avec des crottes de souris. Ah mais vraiment, crottes de souris, et alors là, il en fait 3 pages. La crotte, il va l'allonger, si j'ose dire, et vous voyez l'expression que j'ai... la citation que j'ai reproduite, j'ajoute que cette obscénité de parole, là je crois que c'est la première occurrence que j'ai trouvée d'obscénité, vraiment, obscénité de parole, vous est plutôt adjointe en qualité de ministre qu'en considération de personne privée. De manière donc indirecte,
Et à ma connaissance, pour la première fois, Rabelais est ici associé explicitement à la catégorie de l'obscène, et en même temps, en plus, du libertinage. 3 ans plus tard, Garas s'attaque post-mortem à Étienne Pasquier. Là aussi, c'est véritablement pas libertin. C'est un grand juriste, même pas protestant, dirais-je, mais qui avait œuvré à la réconciliation entre protestants et catholiques dans ses recherches sur la France, en insistant sur l'importance de l'unité de la nation française. Et probablement la raison de lire de Garas, c'est que Étienne Pasquier avait ridiculisé les jésuites lors d'un procès. Et on trouve dans les recherches pas moins de 28 références à Rabelais, où Garas prend prétexte de la présence dans les écrits de Pasquier de références à l'œuvre de Rabelais, dont la lecture est nommément défendue par le Concile de Trente, rappelle Garas dans cet écrit. Et il n'a de cesse d'enfoncer le même clou. Voilà. Vous avez, en la lecture de Rabelais, fait la perte de votre religion et peut-être de votre salut. Et plus loin, en feuilletant Rabelais, vous avez perdu le sentiment des choses divines et de la piété. Enfin, en 1623, Garas fait paraître son grand œuvre, le texte pour lequel il est resté peut-être le plus connu, La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps, ou prétendue-t-elle, où cette fois Garas est passé du combat anti-protestant au combat contre le libertinage de son temps, puisque la doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps, c'est presque un réquisitoire qui va être utilisé abondamment en justice l'année suivante lors du procès contre Théophile de Viau. Et Théophile de Viau, qualifié de homme de balieux, d'esprit remant, de peu de savoir, homme ridicule, bouffon, bateleur, impudique, par-dessus tous les impudiques, en somme. Alors, dans la doctrine curieuse, il y a relativement peu de références à Rabelais, mais il y a quand même une page remarquable au livre 8e, section 10e, dans laquelle Garas demande quels sont les livres kabbalistiques de nos nouveaux dogmatisants. Donc là aussi, où ils essaient de voir quelles sont les sources d'inspiration des libertins qui, effectivement, effraient et inquiètent beaucoup la société du temps. Et là, je vous lis cette citation un peu longue. « Outre et par-dessus ces 3 ordres de livres, les libertins ont en main le Rabelais, comme l'enchiridion du libertinage. Ce vaurien ne mérite pas la peine qu'on en parle. Je dis seulement que pour le bien qualifier, il faut dire de lui que c'est la peste et la gangrène de la dévotion. Il est impossible d'en lire une page sans danger d'offenser Dieu mortellement. Je dis quand même, il ne serait point défendu par les censures ecclésiastiques. Je proteste en conscience que je n'en ai jamais lu 4 lignes de suite. Mais à voir ce qui est rapporté de lui dans les œuvres de maître Étienne Pasquier, lesquelles j'ai assez diligemment feuilleté, j'estime que Rabelais est un très maudit et pernicieux écrivain qui suce peu à peu l'esprit de piété, qui dérobe insensiblement l'homme de soi-même, qui anéantit le sentiment de religion. En un mot, je vous épargne les 2 mots grecs dont je n'ai pas réussi à avoir une traduction satisfaisante, mais je ne suis pas assez bon helléniste, qui a fait plus de dégâts en France par ses bouffonneries que Calvin par les nouveautés. Et nos athéistes, si on ne leur coupe les racines, empruntant la malice de l'un et l'insensibilité de l'autre, y ajoutant l'impudicité de leur cru. Intéressant, hein, là, Rabelais ne serait plus impudique, et ce serait un ajout des libertins. Sont sur le point de nous faire voir d'étranges et horribles malheurs. Donc, vous voyez qu'en 1623, c'est vraiment un moment charnière. Hein. Le procès de Théophile de Viau, c'est le moment où l'ensemble des écrivains comprend qu'il n'est plus possible
de risquer justement d'user des obscénités. Preuve en est l'histoire de Francion de Sorel, qui connaît 3 éditions, 1623, 1626, 1633. Et c'est passionnant parce que donc 1623, c'est avant le procès, 1626, c'est après. C'était un ancien ami Théophile, il le laisse tomber, passons. Mais il corrige son édition en 1626 en supprimant justement tous les mots obscènes. Et pour faire un lien avec ce que nous a raconté Nelly Labert, en revanche, l'ode au cul qui a lieu dans une taverne et qui joue avec les motifs coprophagiques, elle est par contre allongée. C'est pour ça que c'est aussi le moment où l'obscène, justement, au XVIIe, se spécialise sur le domaine de la sexualité. Et par contre, tout ce qui est humour de carabin a une justification, parce que ça pouvait rentrer dans les codes de la comédie. C'est pour ça que vous continuerez à avoir des paix chez Molière et des allusions scatologiques. Donc la messe est dite, et ce qui est très intéressant, c'est que la même année, donc 1623, François Augier, qui est un jeune prédicateur, qui entrera 20 ans plus tard au service du roi, va se faire un nom en attaquant Garas et sa doctrine curieuse. Et le principal reproche que va faire Augier à Garas, c'est d'avoir justement trop cité les auteurs qu'il prétendait attaquer et ainsi contribuer à répandre le poison et avoir en particulier choisi de transcrire mot à mot tous les blasphèmes, impiétés, sales et vilaines paroles de Rabelais et du Parnasse, parce qu'elles sont lues, prononcées et imprimées. Mais là aussi, Nelly Labert parlait de l'importance de l'imprimé et de la reproduction. Là, on voit véritablement, et, bon, je ne vous ai pas lu le début, mais il compare justement le fait d'avoir répandu ces citations aux images de l'Arétin qui, justement, par la gravure, s'était diffusée. On voit ici que le mot, ce n'est pas le mot qui en soi est dangereux, c'est aussi son mode de transmission. Et bien sûr, l'imprimé est ici tout à fait au centre de cette attaque. Donc, Garas est un arroseur d'invectives arrosées et devient à son tour obscène, et il devra écrire des justifications pour répondre à François Augier. Mais là, on a vraiment la preuve que la croisade contre les mots sales était véritablement engagée, parce que c'est dans cette période, fin des années 1620, début des années 1630, qui va voir bien sûr la création de l'Académie française, que commence à se construire le dogme de la chasteté naturelle de la langue française, qui fait bien rire, qui nous fait bien rire, et qui fait faire bien rire tous les contemporains, qui quand même savaient. Mais ce dogme est passé par une invisibilisation de cette culture du passé qui était pourtant qui fait partie des racines de notre culture. Mais en Charpentier, par exemple, François Charpentier pourra affirmer en 1683 que dans le français, les saletés, les paroles outrageuses, les bassesses ne sont point souffertes. C'est ambigu, c'est à la fois une prescription et une constatation. Et donc oui, Rabelais, de ce point de vue, ne pouvait être plus qu'être une œuvre monstrueuse, comme la qualifie La Bruyère. Donc, un mot de conclusion. Vous voyez que le lien de Rabelais à l'obscène me paraît un peu plus complexe que les affirmations de la piti ChatGPT, même si elle n'a pas tort. Et on pourrait se demander si Rabelais n'a pas aussi été une victime collatérale des affrontements religieux qui déchirèrent la France, comme de la monarchie absolue qui choisit de faire de la langue française un instrument très efficace de son soft power.
Je vous remercie. Beaucoup pour ce magnifique parcours et qui nous permet d'envisager le moment où les choses basculent d'une certaine façon et que tu dates, si je te suis bien, de Garas. Et voilà. Alors, en t'écoutant, je reprenais. Alors, j'ai pas de connexion Internet. Bon, donc j'ai fait avec les moyens du bord et je reprenais les épithètes de Laporte qui sont de 1571. Et en 1571, quand on regarde ce qu'il y a dans les épithètes de Laporte, on dit Rabelais, facétieux, mordant, utile doux, raillard, second Épicure, gausseur, gaudisseur, Lucien français, docte gabeur, ventre épicurien, plaisant moqueur, pantagruéliste. C'est plutôt sympa. Hein, la liste est plutôt favorable. Alors après, j'ai en mémoire, mais comme je n'ai pas de connexion Internet, je ne pouvais pas vérifier, que dans les bibliothèques françaises, de Duverdier, les choses changent et que déjà on a une autre... Mais c'est un peu après 1584. Voilà, on est dans cette période-là. Il faudrait que je vérifie, mais je ne les ai pas là, donc j'en reste quand même à cette idée qu'effectivement, en 1571, dans les épithètes de Laporte, qui est pourtant un livre qui sera très diffusé, Rabelais n'est pas du tout vu comme l'obscénité incarnée. Voilà, donc ça va tout à fait dans ton sens. Voilà, je donne la parole peut-être à ceux qui veulent l'apprendre pour poser des questions. Marie-Luce, ben oui. C'était juste pour compléter ce que tu viens de dire. Je crois qu'il faudrait remonter au Théotimus, 1549. C'est en latin, mais là, c'est un réquisitoire contre Rabelais, qui est contre son lucianisme, contre effectivement... Alors, c'est pareil, j'ai pas... mon corpus avec moi, s'il y a le mot obscène, mais en tout cas on lui reproche effectivement cette façon d'utiliser des mots sales. Et ça, c'est un fantôvriste, donc pas loin d'ici, donc Gabriel Dupuy-Herbault, et d'ailleurs ça a profondément marqué Rabelais, puisque tout de suite après, et peut-être même avant, quand le texte a circulé, il le traite d'enragé puterbe, en faisant un jeu de mots quand même assez violent contre le pauvre Gabriel Dupuy-Herbault. Donc là, il y avait quand même dans les milieux religieux bénédictins, donc on n'est pas chez les jésuites, pas encore, et il y a déjà une réaction, il y a une réaction calviniste aussi, dans les mêmes moments, mais aussi chez les religieux qui n'apprécient pas forcément l'humour rabelaisien. Voilà. Non, mais voilà, il ne s'agit pas justement de... Je ne voulais pas dire qu'il faut attendre ces 121 pour qu'on trouve Rabelais obscène, puisque justement, c'est pour ça que mon premier volet, le premier volet de mon exposé, c'était justement de montrer qu'il y a cette conscience, à mon avis, dans les œuvres de Rabelais lui-même, qui finalement, quand même, a conscience des changements linguistiques, utilise très peu de véritablement mots obscènes, bien moins que dans plein d'autres livres plus tard, et justement propose une obscénité qui, et l'exposé d'Olivier nous l'a montré, est beaucoup plus subtile, suppose ce travail d'interprétation dont nous a aussi parlé Nelly. Donc il y a tout à fait cette conscience. Si Garas me semble important, c'est le côté affichage. Il n'y a pas un propos sur Rabelais dans le Rabelais réformé, puisque l'objet de sa cible, c'est Pierre Dumoulin, mais on utilise, c'est quand même appeler un livre contre un protestant, le Rabelais réformé, c'est vraiment faire qu'il y ait une association systématique de Rabelais avec un objet qui serait, où on ne cherche même plus à évaluer. Le Rabelais égale obscène rejet. C'est le côté systématique et le titre qui me semble important. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pascal. Merci pour avoir ressuscité la figure méconnue à raison de François Garas. Donc l'idée, c'était de voir un petit peu que dans ce livre, Garas attaque les libertins, bien sûr, les nouveaux esprits, mais aussi il est en train de prendre la mesure d'un danger qui est le danger, alors athéiste, bon ça c'est classique, mais déiste aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas une assimilation ici de Rabelais à finalement une manière d'incrédulité ou d'antichristianisme nouveau qui est en train de ressurgir et bon, dont le pauvre Rabelais se trouverait devenir une figure de proue bien malgré lui, sous prétexte d'obscénité, puisqu'en fait son obscénité, en fait, c'est plutôt ici la critique ouverte de la thématique religieuse ou de ce que la religion considère comme son précaré, peut-être une morale publique, enfin, etc., etc. Est-ce que cette dimension religieuse ici n'est pas plus importante? Oui, je suis d'accord. Et ce qui est très étonnant, c'est parce que par contre, des propos contre les ecclésiastiques, contre l'Église, on en trouve à l'appel chez Rabelais. Il aurait pu citer cela. Dans l'argumentaire de Garas, revient toujours Rabelais associé à la bouffonnerie. Hein, c'est de faire rire. Hein, c'est aussi, il y a aussi l'argumentaire anti-protestant derrière. C'est-à-dire que il y a tout ce qu'il y a autour de la langue verte des protestants contre des catholiques qui, soi-disant, auraient soi-disant une langue chaste, mais justement, et c'est de cette culture aussi catholique contre-réforme que va sortir l'esthétique du XVIIe, consistant à envelopper les ordures, hein, et à pouvoir tout évoquer sans jamais dire le mot bas. Et cette esthétique qui sera justement critiquée par le protestant Pierre Bell à la fin du XVIIe siècle dans son éclaircissement sur les obscénités, qui est la raison de ma présence ici. Hein. J'ai découvert ce texte quand je cherchais sur quoi je pourrais faire une thèse. Et quand j'ai découvert ce texte, je me suis dit, voilà, si quelqu'un d'aussi important que Pierre Bell a fait 50 pages absolument passionnantes sur cette question, c'est qu'il doit y avoir un sujet de thèse. Bon, finalement, c'est le seul, à ma connaissance, le seul titre de tout l'âge classique qui comporte le mot obscène, obscénité, et c'était mon point de départ. J'espérais en trouver d'autres, mais bon, je n'ai pas réussi. Mais voilà, Pierre Bell, protestant, n'aura de cesse de critiquer ces paroles voilées qui forcent l'auditeur à réfléchir et à décrypter et donc à se gargariser, si j'ose dire, d'idées sales, alors qu'un bon mot obscène, au contraire, l'aurait choqué d'un coup, mais ne l'aurait pas obligé à réfléchir et à se corrompre lui-même. Donc oui, je suis entièrement d'accord, il y a à la fois des éléments religieux et c'est une victime collatérale, comme je disais, mais en plus des enjeux de cultures différentes, protestantes et catholiques, par rapport justement à ce qu'on pourrait appeler un sentiment d'obscénité. En somme, c'est Rabelais bouffon, bouffon Rabelais, quoi. Tu as faim, Pascal? Tu crois? Ouais. Bon, mais sinon, après, ce que tu dis de Bell est très intéressant parce que Bell est un des auteurs qui a le mieux et le plus finement promu cette espèce de tactique qui consiste à parler de certaines choses en faisant mine de les condamner pour mieux les diffuser. Hein. Ah oui, dont le spinozisme de son siècle. Tout à fait. Ce qui rendra fou Croussaz. Merci beaucoup, hein. C'était juste passionnant. Et effectivement, vous êtes bien complété, je trouvais. Oui, donc, merci.